Bon, mais écoutez, mesdames et messieurs, je vous propose qu'on attaque avec quelques minutes d'avance. Il faudra qu'on libère la salle dans les temps. Écoutez, au nom de l'Association des maires de France, je suis vraiment très heureux de vous accueillir avec Patrick Molinos, qui est le coprésident de la commission numérique de l'AMF. Moi, je suis plus particulièrement en charge des infrastructures. Et Patrick, vous le retrouverez demain sur le forum sur l'IA, sur la cybersécurité, puisqu'il s'occupe davantage de la question des usages. Alors, quelques messages personnels pour commencer. Ce point info fera l'objet d'une retransmission ensuite sur le site de l'AMF, donc n'hésitez pas à le signaler à nos collègues. Et puis, pour les maires, c'est-à-dire ceux qui, sur leur badge, ont un petit signe... Véronique disait un petit zibouiboui, je ne sais pas comment on peut dire, mais l'espèce de petit pointillé qui est en haut à droite. N'oubliez pas d'aller voter pour la modification des statuts. Il est impératif qu'il y ait 5000 votes pour qu'on n'ait pas à revoter à nouveau. C'est un enjeu important. Ceci étant dit, on est là pour parler de téléphonie et plus particulièrement de décommissionnement du cuivre, même si par les collègues maires, les enjeux de décommissionnement du cuivre rejoignent ceux de la fibre et rejoignent ceux de la couverture mobile, puisque l'enjeu est aujourd'hui essentiel. On est en présence ici d'un atelier sur un point information sur la modernisation des réseaux à travers l'effacement progressif d'ici à 2030 du réseau historique en quelque sorte qui est le réseau cuivre pour passer sur le réseau fibre. Si aujourd'hui nous avons souhaité faire ce point d'information, c'est également parce qu'on sort en réalité d'une phase d'expérimentation qui court depuis plusieurs années, qui s'est objectivement plutôt bien passée, pour entrer désormais dans une phase qui est une phase d'industrialisation où désormais sur chacun des lots de communes concernées, on dépasse le million de logements qui vont finalement se voir éteints sur le réseau cuivre. Un tournant également au mois de janvier 2026, donc dans quelques semaines, ça sera la fermeture commerciale. Aucune possibilité désormais de pouvoir installer sur la France entière une ligne cuivre telle que nous avions l'habitude de les connaître. Alors, ça introduit un certain nombre d'interrogations qu'on est là pour faciliter les maires dans la capacité à expliquer aux administrés comment les choses se passent, parce que réseau cuivre égale Orange, pour certains c'est même France Télécom, et pour les plus anciens c'est les PTT. Donc il faut arriver véritablement à prendre cette dimension. Nous n'avons pas vocation à être le relais des opérateurs commerciaux, qui font très bien leur travail par ailleurs, pour basculer vers la fibre, mais nous devrons apporter une information de premier niveau aux administrés de nos communes. C'est la raison pour laquelle l'AMF est partie prenante de ce décommissionnement du cuivre et d'ailleurs de la 2G et de la 3G sur lesquels quelques mots seront donnés, aux côtés d'associations partenaires que sont la VICA et que sont la FNCCR. On se trouve régulièrement dans les réunions les uns et les autres pour défendre les intérêts qui sont les intérêts de nos collectivités. Vous pouvez trouver un certain nombre d'informations sur le site de l'AMF à travers plusieurs webinaires qui ont déjà eu lieu et puis d'autres vont être tenus dans les mois qui viennent pour suivre la qualité de ce déploiement. Mais nous sommes tout à fait preneurs les uns et les autres des difficultés que vous pourriez rencontrer ou des points positifs dans la façon dont les choses se déroulent, de façon à ce que nationalement nous puissions porter au plus près finalement des organismes concernés les récriminations ou les remerciements, parce que les maires, quand on a à râler, on râle, mais quand on a à dire merci, on le dit clairement aussi. C'est la raison pour laquelle vous avez finalement autour de cette table les différents acteurs. Je les donne, il n'y a pas d'ordre de préférence, etc. Olivier Fritz, qui est le directeur de l'aménagement numérique des territoires chez Orange, puisque ce décommissionnement, c'est le décommissionnement du réseau d'Orange. Ghislain Eudes, qui est ici, qui est, lui, à l'ARCEP, c'est-à-dire l'autorité de régulation qui contrôle, il vous l'expliquera, le bon déroulement des opérations. Antoine Jourdan, qui est à sa droite,
qui est lui sous-directeur des communications électroniques et des postes à Bercy, pour faire simple, hein, au sein de ce que l'on appelle la DGE, la Direction Générale des Entreprises. Bastien Collet, directeur des programmes France Très Haut Débit et France Mobile à l'Agence nationale de cohésion des territoires, que nous, dans les communes, nous avons l'occasion d'avoir comme partenaire assez régulier. Et enfin, Arnaud Ballet, ici présent, qui est le directeur des affaires publiques de la Fédération française des télécoms. Donc, vous voyez, on a essayé de mettre en place un plateau où vous aurez les différents acteurs qui vont intervenir dans un premier temps. Et puis, à partir de 12h15, on aura un petit peu plus d'une demi-heure pour des questions, des sollicitations de votre part, des demandes de précision sur ce qui aura été donné. Ben, écoutez, sauf si Patrick veut dire un mot, je vous propose de donner la parole à Olivier Fritz tout de suite pour une dizaine de minutes et donner finalement le regard qui est celui d'Orange. Merci Olivier. Merci Michel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'intervenir à ce point d'information. Je suis ravi qu'Orange puisse participer et échanger avec vous sur la fermeture du cuivre. Et pour commencer, je voudrais rappeler que la fermeture du cuivre, c'est la conséquence de la modernisation du réseau fixe. On modernise le réseau fixe et c'est pour ça qu'Orange peut prendre la décision de fermer le réseau cuivre. Et moderniser le réseau, bien évidemment, c'est le déploiement de la fibre, c'est le plan France Très Haut Débit qui a été mis en place, et c'est les investissements et les déploiements qui ont été réalisés par les acteurs publics et privés. Et de la même manière, je vais faire une petite parenthèse sur la partie mobile, c'est exactement pareil. Je vais parler pour le réseau mobile Orange. Orange modernise son réseau mobile avec la généralisation de la 4G et le déploiement massif de la 5G. Et c'est pour cette raison qu'Orange a pu prendre la décision de fermer le réseau 2G Orange et 3G Orange. Orange fermera la 2G en 2026 avec 9 départements dans le sud-ouest au T2 2026 et fermera complètement la 2G en septembre 2026, mis à part la Réunion qui a déjà fermé. Et Orange fermera la technologie 3G à la fin de 2028. Voilà. Pour venir au plan de fermeture, je vais faire quelques rappels sur la construction de ce plan. Je ne sais pas si tout le monde a ça en tête, mais je vais me permettre de faire ça. Le plan, il est organisé en 7 lots. Chaque lot est composé de communes. Plus les lots avancent, plus le nombre de communes et le volume de communes est important. On a un lot 1 qui a moins de 200 communes. Les derniers lots qui auront plus de 8 à 10 000 communes. Ce qu'on peut indiquer aussi, c'est que dans la construction du plan, le lot 1 ferme en janvier 2025. Il a fermé. Le lot 2 en 2026, etc. Et le dernier lot en 2030. Ce qui fait que la fin du plan de fermeture, c'est 2030, avec la fermeture du dernier lot. Deuxième élément important, ce sont deux jalons réglementaires. Je vais juste les expliquer parce que c'est un élément de compréhension sur le déroulement des actions. C'est la notion de fermeture commerciale et de fermeture technique des communes. La fermeture technique, c'est l'arrêt total du cuivre, plus de cuivre. La fermeture commerciale, c'est un prérequis à la fermeture technique. Et la fermeture commerciale, c'est le principe de la baignoire qu'on veut vider et on arrête que l'eau coule dans la baignoire. C'est-à-dire qu'avec la fermeture commerciale, il n'y a plus de nouvelles commandes de cuivre sur la zone. Ce n'est plus possible pour les entreprises et les particuliers de pouvoir commander des offres cuivre. Voilà. Pour vous donner l'avancement du plan, je vais mettre en avant 3 faits marquants de 2025. Le premier fait marquant, c'est la fermeture technique du lot 1. Donc en janvier 2025, le lot 1 a fermé, c'était 162 communes. La fermeture commerciale avait eu lieu un an avant. Et le bilan qu'on peut faire de cette fermeture du lot 1, de cette fermeture technique, c'est que ça a été un succès. Ça a été un succès pour plusieurs raisons. La première, c'est que les opérateurs d'infrastructures se sont mobilisés pour déployer les réseaux et permettre la fermeture commerciale, premièrement. Deuxièmement, ça a été un succès parce que la fermeture technique en elle-même s'est très bien déroulée. Il y a eu une accélération des migrations à la fibre dans les mois qui ont précédé la fermeture technique. Il y a eu 0 remontée critique à la suite de cette fermeture technique. Et il y a un enjeu particulier aussi à la fermeture technique. On sait que tous les accès cuivre ne sont pas fermés. Il y a encore des offres ouvertes. Et l'enjeu est d'être le plus bas possible, en dessous des 5%. Et au moment fin janvier de la fermeture technique, on était entre 3 et 4%. Donc ça, c'est le deuxième argument de cette réussite. Troisième argument, c'est que ça a validé la gouvernance qui a été mise en place. La gouvernance avec les opérateurs d'infrastructure, avec les opérateurs commerciaux, et aussi la gouvernance avec vous, les élus, que ce soit au niveau local et au niveau national.
Et puis, dernier succès, ça a été un succès de communication. Alors, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, cette communication, avec 162 communes. Ça pouvait se passer dans un certain anonymat médiatique. En fait, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un important impact, à la fois côté télévision, radio, enfin, c'était très fort, et aussi, cet impact a été très positif. Voilà, donc c'est un point important. Et donc, ce lot 1, il conforte dans la capacité de basculer vers le très haut débit. Ça, c'était le premier fait marquant que je voulais donner pour 2025. Le deuxième, c'est qu'il y a eu la fermeture commerciale du lot 2. Cette fermeture commerciale du lot 2, enfin de 763 communes du lot 2, ça représente un pas supplémentaire par rapport au lot 1. C'est arrivé en janvier, on l'a mis en place en janvier 2025. Et de nouveau, pour plus de 700 communes, il n'est plus possible de commander du cuivre. Et puis le troisième fait marquant, c'est qu'on a les 4 premiers lots qui sont lancés, et on a lancé le 5e lot, la phase de partage du 5e lot en juin 2025. La phase de partage va se finir cette année, et on lancera le lot début 2026. Et ce 5e lot, pour vous donner un volume, il est composé de plus de 10 000 communes. Donc on est vraiment dans une accélération entre un lot 1 qui était lot 2, lot 3, lot 4, lot 5, un peu plus de 10 000 communes. Voilà, donc ce sont des étapes importantes qui ont été franchies avec ces jalons et qui sont en cohérence avec le calendrier qui a été mis en place dans le plan de fermeture. Alors maintenant, quand on se projette sur 2026, quels sont les enjeux et les jalons qui vont arriver? Donc le lot 1, il est fermé, on n'en parle plus. On va avoir la fermeture technique du lot 2, on l'a fermé commercialement en janvier 25, il va être fermé techniquement en janvier 26. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette fermeture technique? Déjà, par rapport au volume d'accès cuivre encore actif, on a une projection qui fait qu'on sera dans les mêmes fourchettes que pour le loin, entre 3 et 5%. Donc de ce point de vue-là, les voyants sont verts. Et puis ensuite, il y a besoin, on est à 2 mois et demi de la ferme autour, il y a des migrations qui se passent tous les jours, il y a un besoin, il y a une mobilisation très forte de tous les acteurs pour permettre de fermer dans les meilleures conditions en janvier 2026. Donc on est vraiment dans la dernière ligne droite et tous les acteurs sont mobilisés pour que cette fermeture du lot 2 se fasse dans les meilleures conditions. Premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est ce qui concerne la fermeture commerciale 2026. Alors ce qui a été décidé dans le plan pour cette fermeture commerciale en 2026, ce n'est pas de fermer commercialement un lot, c'est de fermer commercialement toutes les communes. Alors je précise ce que disait Michel, ce n'est pas toutes les communes qui vont fermer, c'est toutes les communes qui valident les critères de fermeture commerciale. C'est ça qui est important. Et pourquoi on a fait ce choix-là? Simplement, janvier 26, on est à la fin du plan France très haut débit qui se termine à la fin de l'année. On a une fibre qui est déployée à plus de 95%. Donc comme on a un objectif de fermer le cuivre, autant embarquer un maximum de communes dans cette fermeture commerciale pour éviter qu'il y ait des nouvelles offres en cuivre qui viennent alimenter ces communes, alors que l'objectif va être de migrer et de fermer toutes ces communes au cuivre. Je précise que si une commune ne passe pas la fermeture commerciale en janvier 2026, dans ce cas-là, on reporte d'un an et on reteste la commune sur les critères en janvier 27 pour voir si elle valide ou non la fermeture commerciale. Et puis je précise aussi, quand je parle des critères de fermeture commerciale, évidemment, le critère le plus important, c'est celui du déploiement de la fibre. C'est le critère, dans le prérequis de la fermeture technique, il faut dans la fermeture commerciale, la fibre soit déployée. Voilà, ça c'est le deuxième enjeu de 2026. Et le troisième, c'est un autre moment important, c'est la phase de partage des 2 derniers lots, les lots 6 et 7 qu'on va lancer au T2 2026. Et avec les lots 6 et 7, toutes les communes seront attribuées dans un lot. 100% des communes auront une date de fermeture technique. Et là aussi, c'est un moment important parce que toute commune, chacun d'entre vous, quelle que soit la commune dans laquelle vous êtes, vous aurez un lot d'affectation et vous saurez à quel moment la fermeture technique arrivera. Voilà, donc pour résumer sur ces enjeux, si on se projette dans un an, s'il y a un point info au prochain congrès 2026, le bilan qu'on fera de 2026, c'est d'une part la fermeture technique des 763 communes. Ce sera le fait que toutes les communes sont affectées dans un lot et ont une date de fermeture technique et que la plupart de ces communes auront été fermées commercialement. Enfin, pour finir, pour conclure, je vais dire juste quelques mots sur le rôle des maires. Je vais donner 2 messages sur le rôle des maires qui sont en miroir. Premier message, et je regarde Michel en disant ça, c'est qu'il n'y a pas d'obligation pour les maires, pour les communes,
de s'investir dans l'accompagnement de la fermeture du cuivre. J'ai bien raison, Michel? Ça te va? Voilà. Donc, bien évidemment, on est en phase avec ça. Ce n'est pas une obligation. Si une commune ne veut pas, si elle ne peut pas, il n'y a pas d'obligation. C'est le rôle des opérateurs d'infrastructure de déployer la fibre, le rôle des opérateurs commerciaux de faire migrer les clients. Donc, il n'y a pas de problème dessus. Le deuxième message en miroir, c'est ce qu'on constate avec les communes des lots 1 et des lots 2, c'est que la plupart de ces communes, en fait, apportent leur soutien et apportent un accompagnement à l'écosystème pour faciliter, pour réussir cette fermeture. Alors, je vais donner quelques exemples. Ça peut être en termes d'information, au travers de leur newsletter, de leur journal de communes, de pouvoir communiquer de l'information aux administrés sur l'avancement de la fermeture dans la commune. Ça peut être aussi en mettant à disposition des salles pour organiser des réunions publiques, et ça peut être aussi pour l'identification ou l'accompagnement des situations spécifiques. Voilà, donc pour vous dire qu'il n'y a pas d'obligation, et que bien évidemment, en fait, beaucoup de communes jouent le jeu, et c'est très bien parce qu'on sait l'impact que vous avez sur les administrés quand vous communiquez, donc c'est une très bonne chose. Voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup. Très bien. Mais écoutez, vous aurez compris qu'il y a un véritable partenariat, c'est-à-dire que très clairement, on n'est pas les uns contre les autres, mais chacun à notre place, on a une partie de la solution ici. Et si Olivier a insisté en faisant un clin d'œil sur le fait qu'il n'y avait pas obligation pour les maires, c'est qu'effectivement, ça a été l'objet de discussions entre les uns et les autres, et on est parfaitement en phase. Et on est dans le timing. Si l'ARCEP, à travers Ghislain Eudes, veut prendre la parole, c'est le régulateur, celui qui vérifie que les choses se déroulent normalement. Ghislain. Merci beaucoup. Merci à vous d'ailleurs de m'accueillir à nouveau cette année. J'avais dit, j'étais déjà là l'année dernière et j'avais dit que c'est avec plaisir que je reviendrai. Là, je suis là. Je ne sais pas si je serai là encore l'année prochaine, hein, mais voilà. Alors, si on est dans cette situation de fermeture du cuivre en France, c'est bien parce que la fibre est un succès. Et c'est un succès collectif, c'est un succès à la fois des opérateurs privés, c'est aussi un succès des acteurs publics hein, au travers du plan France Très Haut Débit. Aujourd'hui, on a 93% des locaux qui sont raccordables à la fibre. Alors, il reste encore un peu de travail. Hein. Il y a 3,3 millions de locaux encore à rendre raccordables. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs dans les territoires les plus ruraux que sont ces locaux. C'est aussi beaucoup dans les zones très denses, là où agissent les opérateurs privés. Le succès de la fibre, c'est aujourd'hui près de 80% des abonnements à l'Internet fixe qui se font sur la fibre optique. Donc on est dans une situation qui, même quand on regarde un petit peu à l'échelle européenne, est très favorable. Et donc, c'est assez logique finalement de fermer ce réseau historique, ce réseau culte qui a rendu bien des services pour des raisons économiques, techniques, mais aussi d'un point de vue environnemental. C'est un réseau qui consomme beaucoup et ce n'est pas très raisonnable d'avoir deux réseaux capillaires qui desservent tous les locaux de France. Alors nous, notre rôle chez les régulateurs, ça a été de fixer les règles du jeu. Donc on a fixé un cadre. On l'a fait dès 2020, on a précisé celui-ci en 2023. Fixer un cadre qui s'impose d'abord à Orange, parce que la fermeture du cuivre, c'est quand même une situation un peu particulière. Orange maîtrise beaucoup d'informations, et donc on veut éviter tout problème évidemment de concurrence. Et puis on vient fixer du coup les obligations qui s'imposent à Orange. Il y a beaucoup d'obligations qui ont trait aux informations qu'Orange doit partager avec les autres acteurs, avec les opérateurs, avec les collectivités. Et puis après il y a des critères très précis qui s'imposent à lui avant de pouvoir fermer à la maille d'une commune. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, le principal critère, mais ça a déjà été dit, c'est qu'on a fait un choix un peu particulier en France, c'est qu'on veut que, avant de pouvoir fermer le cuivre à l'échelle d'une commune, le réseau fibre optique soit complet. Alors attention, complet, ça ne veut pas dire 100% mathématique. Il peut y avoir des exceptions, elles sont prévues par le cadre, mais ces exceptions sont limitées. Ça va être typiquement le cas de refus de propriétaires privés qui ne voudraient pas la fibre. Ça va être le cas très particulier de certains raccordables sur demande qui sont là aussi fortement conditionnés quand même dans la réglementation. Et puis dans tous les cas, ce qu'on impose à Orange, c'est de documenter ces exceptions. Alors je dis Orange, je devrais dire à tous les opérateurs, parce que en fait, c'est pas que l'affaire d'Orange, mais je vais y revenir.
Donc premier critère, il faut que le réseau fibre soit là. Et donc ça, c'est un critère qui est quand même très exigeant. Je disais il y a un instant qu'on est en bonne situation, mais enfin néanmoins, il y a des endroits où c'est pas le cas. Et quand c'est pas le cas, eh bien, soit ces communes sont d'ores et déjà prévues pour plus tard, soit elles font l'objet d'un report. C'est ce qui a été dit il y a un instant, quand Orange déroule son calendrier. C'est un choix français qui est assez fort, hein, cette exigence de se dire on ferme le cuivre que s'il y a de la fibre. Ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les pays européens, ce n'est pas nécessairement ce qui découlerait strictement du cadre européen. Et donc c'est un choix de politique publique, je peux dire, français, qui est quand même assez exigeant, assez ambitieux. Il faut l'avoir en tête. Alors aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. On doit bien le reconnaître. Hein. Le Loing, c'est la fermeture du Loing qui était un peu le premier passage à l'échelle. Hein. Un peu plus de 160 communes, c'est bien déroulé, c'est vrai. Il y a eu un énorme travail qui a été conduit par tous les acteurs et au premier chef les opérateurs, mais il y a aussi eu un énorme accompagnement de la part des élus. On n'est pas certain que ce sera toujours possible à un tel niveau à l'avenir, mais pour autant, il faut aussi avoir en tête que le plan avance. Donc les enjeux qu'il a fallu, auxquels on a dû faire face dans les premières communes ne sont pas nécessairement ceux qu'on rencontrera ensuite. Mais enfin, ça s'est bien déroulé. Il y a d'autres échéances importantes, tu l'as dit, je ne vais pas forcément tout répéter devant nous. Il y a la fermeture technique du lot 2. Il y a la fermeture qu'on appelait nationale, mais qui est la grande fermeture commerciale de janvier 2026. Mon message, c'est que nous, on regarde les critères. Et s'il y a des reports, c'est pas nécessairement un échec, c'est simplement qu'on se met plutôt collectivement en position d'avoir une fermeture qui se passe bien. Et donc si on reporte des communes, et il y aura quelques reports, je le sais, ce qui est important, c'est que les gens le sachent, que les communes soient informées suffisamment tôt. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que s'il y a des reports, c'est pour que les gens ne se retrouvent pas dans des situations compliquées lorsque le cuivre ferme. J'ai parlé du premier critère, donc, qui est la présence des réseaux en fibre optique. Il y a d'autres critères. On a des critères sur la présence des offres. En fait, c'est bien d'avoir un réseau en fibre optique, mais il faut aussi qu'il y ait le choix dans les offres. Donc il faut à minima qu'il y ait 2 offres qui soient proposées aux abonnés, en plus de celles qui seraient proposées par l'opérateur qui déploie le réseau. Donc ça peut arriver à la nécessité d'avoir 3 offres. C'est un critère qui est globalement qui ne pose pas de difficulté. Hein. En France, on a non seulement de la fibre, mais en plus les opérateurs sont présents sur les réseaux. Donc on a le choix. Et on a d'autres critères sur le marché entreprise. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez important. En fait, l'idée qui est poursuivie par la régulation, c'est qu'il faut que les acteurs qui interviennent sur le marché entreprise puissent continuer à proposer des services équivalents à ceux qu'ils proposaient aux entreprises dans le monde du cuivre. Et donc ça impose un certain nombre d'offres de gros qui doivent être présentes à la maille de chaque commune. Et donc on regarde ça, et il y a des endroits où effectivement ce n'est pas tout à fait le cas. Donc on peut avoir des reports de fermeture qui sont non pas liés à l'absence d'un réseau en fibre optique, mais parfois à l'absence de certaines offres sur le marché entreprise. Voilà, je crois que j'ai fait quand même globalement le tour des critères. Un message supplémentaire peut-être avant de conclure, c'est que pour nous, ça se passe bien, il faut que ça continue à bien se passer, et on y veillera le plus possible. C'est pas qu'une affaire d'Orange, ce plan de fermeture. C'est le plan d'Orange. Ça pèse fortement sur ses épaules en termes de pilotage, en termes de respect des obligations, notamment de communication de beaucoup d'informations. Mais c'est pas que la réussite. Enfin, la réussite du plan de fermeture, c'est pas que le fait d'Orange. Ça implique également les autres opérateurs, en fait, ceux qui déploient les réseaux FTTH. Il faut que ces réseaux soient bien construits, soient bien complets, que les problèmes de qualité de service soient réglés. Ça implique également les opérateurs commerciaux. Alors eux, ils ne déploient pas nécessairement des réseaux, mais ils proposent des offres sur les réseaux. Et eux, ils ont quand même des responsabilités tout à fait importantes pour accompagner leurs clients, informer, faire en sorte que les migrations le plus possible aient lieu avant la fermeture, de telle sorte qu'on ne se retrouve pas au moment de la fermeture avec trop de personnes qui seraient encore sur le cuivre et qui se retrouveraient dans des situations
compliqué. C'est aussi l'affaire possiblement des élus, mais avec, attention, je vais un peu insister, moi aussi, il n'y a pas une espèce de charge de communication absolue qui pèserait sur les élus, et que voilà, il faut que ces derniers aient accès à l'information, il faut que ces derniers aient la capacité d'agir en ayant des kits de communication ou d'information qu'ils peuvent ou ne peuvent pas utiliser, mais c'est pas eux qui sont en charge de la fermeture du cuivre. J'ai dit communication, et c'est peut-être là-dessus que je vais finir. C'est un autre grand facteur de succès pour nous de la fermeture du cuivre, c'est de la com. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Alors, c'est pas forcément simple, hein, c'est quand même un peu techno tout ça. Il y a des échéances qui sont variées, il y a des histoires de migration. On peut, dès qu'on veut quitter le cuivre, eh bien, on rentre dans une autre problématique qui est celle de s'abonner à la fibre. Et donc, quelque part, la réussite de la fermeture du cuivre, c'est la réussite de la fibre optique en France. Et donc, immédiatement, on a des questions qui peuvent être liées à des difficultés de raccordement, à certaines complexités parfois quand on veut se raccorder à la fibre. Et donc là, le maître mot, c'est l'anticipation. Et pour anticiper, il faut être au courant donc des enjeux de communication. Nous, on fait un peu le maximum à notre échelle en matière de communication. Il y a des outils sur notre site, un certain nombre de grands dossiers, des dossiers avec des questions très précises et des réponses qu'on essaye aussi d'être le plus précises possible, avec voilà, une vision plutôt grand public, collectivité, entreprise. Il faut aller voir tout ça en ligne. Merci. Merci beaucoup aux régulateurs. Je pense que c'est important ce qui vient d'être dit. Nous pouvons, nous, en tant que maire, solliciter l'ARCEP. Le niveau 1, j'allais dire, c'est l'AMF, hein, prendre le contact avec nous. Le niveau 2, lorsqu'on est en dehors des agglomérations, c'est souvent le conseil départemental ou le conseil régional qui porte dans ces secteurs-là le déploiement de la fibre. Ne pas hésiter, ne pas être tout seul, ne pas avoir le sentiment que la responsabilité nous incombe à nous, même si on sait parfaitement que lorsque quelque chose coince un peu dans une commune, c'est le maire qu'on va aller voir en lui demandant ce qu'il a foutu pour qu'on en arrive ici, ça c'est clair. On a entendu l'opérateur historique du réseau cuivre, on a entendu le régulateur, la parole maintenant au service de l'État qui supervise. On a vu le rôle de l'État, à commencer par la Direction générale des entreprises. Bonjour à tous, Antoine Jourdan. Donc je suis, alors, du coup, pour les camarades qui sont derrière, je vais essayer de me tourner régulièrement. Vous me tapez sur l'épaule s'il y a un souci. Donc Antoine Jourdan, je suis le sous-directeur des communications électroniques et des postes à la Direction générale des entreprises. Alors, ça peut paraître un peu étrange, nébuleux, etc. Pour situer un petit peu la Direction générale des entreprises, c'est l'organe au sein de l'administration qui est en charge essentiellement de maximiser la croissance du PIB dans le secteur privé, de maximiser l'emploi dans le secteur privé, avec deux grands types de contraintes aujourd'hui. Donc la contrainte budgétaire, comme vous le savez, qui est particulière en ce moment, et deux, la contrainte environnementale, évidemment, parce que l'idée est d'avoir de la croissance dans notre pays, de la croissance en termes de PIB, en termes d'emploi, mais également qui respecte la contrainte environnementale de tous. Au sein de la DGE, ma direction en particulier s'occupe donc des communications électroniques et des postes. Pour faire très très simple, c'est à peu près l'ancien périmètre de feu le ministère des PTT. Donc c'est vraiment l'organe qui conseille le gouvernement, qui pilote et élabore la politique publique en matière notamment de communication électronique. Et donc pour tous les sujets qu'on va discuter aujourd'hui autour des réseaux fixes. Alors, bon, je vais pas aller assez vite sur l'aspect du succès de cette politique publique, mais juste pour revenir sur un point qui peut vous être posé, une question qui peut vous être posée par les différentes personnes qui habitent dans vos circonscriptions, sur pourquoi est-ce qu'on passe tout simplement à la fibre, en fait. Pourquoi est-ce qu'on quitte le réseau cuivre marchait bien, mon téléphone il marchait bien, la DSL n'était pas si mal, etc. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et la réponse est en réalité assez simple. On est vraiment sur un changement technologique qui permet d'améliorer de manière très significative les caractéristiques physiques de la connexion que peut apporter la fibre. Un, vous allez avoir une connectivité qui est plus rapide, certes. Deux, vous allez aussi avoir des latences qui sont plus faibles. Et en fait, la fibre va vous permettre, aujourd'hui et surtout demain, avoir accès à tout un tas de services que la DSL ne permet pas aujourd'hui. Et quelque part, le fait d'être en France bien plus performant que virtuellement tous les autres pays avec une grande géographie dans le monde en matière de déploiement de la fibre, c'est ça qui va nous donner un avantage compétitif, déjà, par rapport aux autres pays du monde pour déployer des nouveaux services numériques de demain chez nous, mais aussi pour tout simplement en bénéficier avant les autres pays. Donc c'est pour ça que le déploiement de la fibre est essentiel pour nous. Et évidemment, lorsqu'on a deux réseaux en parallèle, les coûts fixes de deux réseaux étant des coûts fixes, justement, il y a peu d'intérêt à conserver le réseau vieillissant qui est le réseau cuivre. Et c'est pour cela que derrière,
Orange, évidemment, est très incité économiquement à faire le réseau cuivre, mais en fait, l'ensemble des opérateurs et même la puissance publique, personne n'a intérêt à conserver 2 réseaux. Donc, qu'est-ce qui a été fait ces dernières années? Évidemment, il y a cet objectif de pousser le plus vite possible les déploiements de la fibre pour pouvoir vraiment bénéficier de cet avantage. Et maintenant qu'on arrive doucement à atteindre notre objectif de généralisation de la fibre à fin 2025, donc évidemment, il y a toujours des cas particuliers. Je suis sûr que dans l'ensemble de votre circonscription, il y a des personnes qui ne sont pas encore raccordables à la fibre et des différents problèmes particuliers à gérer. Au niveau national, en fait, en termes de volume, on a dépassé les 95%. On devrait être à 95 à 96%, je dis ça sous contrôle régulateur, à la fin de cette année, en termes de locaux raccordables. Et ce pourcentage devrait continuer à augmenter dans les années qui viennent jusqu'à ce que le cuivre ferme. Donc on est sur des taux de logements raccordables à la fibre qui sont extraordinairement élevés. Ces dernières années, nous nous sommes concentrés, donc 1, sur accélérer ces déploiements, 2, sur améliorer la qualité de manière générale de la fibre. Donc vous avez certainement tous en tête, au début de vos mandats, vous avez certainement des problématiques autour notamment des plats de spaghettis sur vos communes, des problématiques aussi un peu de vandalisme, des problématiques liées à la qualité de service des abonnés qui étaient débranchés, etc., lorsque d'autres personnes dans l'immeuble à côté étaient rebranchées. Vous avez dû constater aussi, enfin du moins j'espère, une baisse significative dans la volumétrie de ce type d'incident sur les dernières années. Donc évidemment, le travail n'est pas terminé, mais ça fait partie des travaux qui sont en cours. Et donc, troisièmement, on a beaucoup parlé de raccordable à la fibre. Ce n'est pas parce que votre maison est raccordable à la fibre que la fibre est effectivement chez vous. Et donc, il y a ce sujet de gérer les tout derniers mètres entre la fibre qui passe sur le trottoir devant chez vous à la fibre est dans votre salon. Et donc ça, c'est pour passer du raccordable au raccordé. Et donc là, je vais passer un peu de temps pour parler un petit peu d'une expérimentation que l'on lance côté gouvernement sur ce sujet. Comment ? 1 minute. Je vais passer très vite parce que je veux parler un petit peu des ressources qui sont à votre disposition également pour pouvoir gérer tout ça. Donc le gouvernement vient de lancer une expérimentation pour aider, subventionner tout simplement le raccordement à la fibre, donc le passage de la fibre qui est sur le trottoir jusqu'à dans votre salon, qu'on appelle une expérimentation de raccordement complexe en partie privée, qui est active sur l'ensemble des communes concernées par la fermeture du cuivre aujourd'hui. Donc les Louls 1, 2, 3 qu'a mentionné Orange. Pour aller très vite sur la partie ressources, donc 1, je vous encourage à en parler évidemment si des questions sont posées autour de vous. 2, la ressource principale en termes d'information est un site que le gouvernement a mis en place avec la Marianne, enfin c'est toutes les informations qui sont validées à notre niveau, qui s'appelle trèshautdébit.gouv.fr. Je vous encourage à aller dessus. Le site est pensé avec différents tracts d'information. Il y a un tract d'information qui est centré pour les élus, qui est vraiment pensé pour des maires, pour des élus. Il y a d'autres tracts d'information sur ce site qui sont pensés pour des particuliers. Donc même en tant qu'élu, vous pouvez tout simplement vous contenter d'envoyer les particuliers sur le site. Typiquement la question de quelqu'un qui vient vous voir en disant « Ah, on m'a dit que le cuivre fermait chez moi, il faut que je passe la fibre demain, je suis inquiet, je suis stressé, qu'est-ce que je dois faire ?» Le particulier peut aller sur le site, taper son adresse, aura immédiatement l'information de à quelle date est-ce que sa maison ou son appartement est réellement concerné par ce sujet, quels sont les opérateurs que la personne peut solliciter pour migrer s'il est pertinent, etc. Donc je vous encourage à aller là-dessus et nous organisons régulièrement avec l'AMF des webinaires également pour justement aller dans le détail un peu technique pour vous aider à vous outiller, à vous donner des éléments pour être en capacité à répondre à vos différents administrés. Merci beaucoup d'avoir tenu le timing. Parole de l'État toujours, après les enjeux économiques, on comprend bien, un enjeu qui nous est cher aussi, c'est celui de l'aménagement du territoire. L'ANCT est un camarade de jeu des élus régulièrement et directement. La parole est à l'ANCT. Merci Michel. Et effectivement, l'ANCT, au travers des programmes France Très Haut Débit et France Mobile que je dirige, a pour objectif d'accompagner les collectivités. C'est l'essence de l'ANCT, d'être au service des collectivités. Et donc, en matière d'infrastructure numérique, d'accompagner dans la couverture numérique. Côté France Mobile, cela se fait notamment au travers du dispositif de couverture ciblée qui, en s'appuyant sur des équipes locales regroupant les collectivités et les préfectures, favorise la couverture mobile du territoire. Et puis, côté programme France Très Haut Débit, c'est au travers du plan France Très Haut Débit qui a beaucoup été évoqué et qui vise à apporter la fibre optique à l'ensemble des foyers de France, et en particulier dans nos campagnes, en s'appuyant sur les collectivités territoriales qui portent des projets d'initiative publique.
Sur la fermeture du cuivre, ça a été évoqué. Si Orange peut aujourd'hui mettre en œuvre son plan de fermeture du cuivre, c'est aussi grâce au succès du plan France Très Haut Débit. Je rappelle que en 2019, fin 2019, quand Orange a commencé à annoncer ce plan de fermeture, les zones urbaines étaient couvertes à plus de 60%, donc on avait une vraie dynamique déjà dans ces zones. Les zones rurales, elles, étaient couvertes à moins de 20% en fibre optique, donc il restait encore beaucoup de travail à réaliser. Aujourd'hui, comme ça a été dit, il y a plus de 9 foyers sur 10 qui sont éligibles dans les zones rurales, et donc on montre que ce travail il a été accompli, que les déploiements ils étaient réalisés par les collectivités qui étaient en charge de ces projets d'initiative publique. Et donc c'est un vrai succès. Et ce plan de fermeture, il peut effectivement se dérouler grâce à ces déploiements qui ont été menés par les collectivités territoriales. Il peut se dérouler grâce au réseau d'initiative publique mené par ces collectivités, mais c'est aussi un avantage pour les collectivités, il faut le rappeler, parce que la fermeture du réseau cuivre veut dire que le réseau de fibre va devenir le principal réseau accueillant l'ensemble des services fixes, et donc va permettre le développement économique de ces réseaux. C'est un enjeu économique pour ces réseaux de fermer le cuivre. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs, et puis ça a été présenté auparavant. Il y a déjà les 80 collectivités qui portent des projets de déploiement de fibres. Il y a aussi les opérateurs commerciaux, l'ensemble des opérateurs d'infrastructures, les utilisateurs finaux, et puis vous, les élus, qui sont évidemment intéressés par ces sujets de fermeture du cuivre. Et donc, ça fait beaucoup d'acteurs qui sont impliqués et qui sont partie prenante de ce sujet de fermeture du cuivre. Et donc, un des enjeux, c'est de coordonner l'ensemble de ces acteurs. Et pour ça, l'État a mis en place des instances de concertation entre acteurs. Alors, des instances de concertation à un niveau national. Il y a le comité de concertation des réseaux fixes auquel participent du coup les associations d'élus et en particulier l'AMF qui est représentée par Michel. Et puis, au niveau local, le gouvernement a choisi de s'appuyer sur les préfectures et demander aux préfets d'organiser des comités de concertation en local à l'échelle départementale qui permet de rassembler l'ensemble des acteurs et d'évoquer justement ce plan de fermeture du cuivre, de le présenter aux acteurs locaux, de les informer sur l'ensemble des ressources qui sont disponibles, comme elles ont pu être évoquées par Antoine Jourdan. Et aussi de pouvoir remonter les éventuelles difficultés qui peuvent arriver sur le terrain. Et c'est vraiment une instance qui est importante. C'est une instance qui découlait, qui a été prise sur le modèle qui avait été utilisé sur la couverture mobile, qui avait fait ses preuves dans le cadre des équipes projets locales et qui a été reproduit. Ça a été organisé par une circulaire qui date de 2021 et sur lequel les associations, notamment l'AMF, demandaient depuis un certain temps de revoir cette circulaire. Et donc cet été, il y a eu un travail qui a été organisé par la DGE et l'ANCT en échangeant beaucoup avec les associations d'élus pour revoir cette circulaire. Il y a une nouvelle circulaire qui doit être bientôt publiée pour rappeler à l'ensemble des préfectures l'importance de mettre en œuvre ces comités locaux, de les mettre en œuvre au moins une fois par an, voire deux si c'est possible, de rappeler l'ensemble des sujets qui peuvent être abordés dans ces comités. Et ça, c'est vraiment un travail important. D'ailleurs, à l'occasion de ces comités, au-delà de la fermeture du cuivre, du déploiement de la fibre qui sont importants et des sujets de couverture mobile, ça pourra être aussi l'occasion d'évoquer les sujets d'extinction de la 2G, 3G, puisque ça a été évoqué tout à l'heure. Et puis, ça peut être aussi l'occasion d'évoquer les sujets de résilience des réseaux fixes et mobiles,
Comme je l'ai dit, le déploiement de la fibre et la fermeture du cuivre va faire que le réseau fixe devient l'unique réseau de référence. Et donc, il est vraiment important que ce réseau soit résilient, et en parler en niveau local, c'est important. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Et l'ANCT est à la disposition des préfectures, notamment pour organiser ces comités, et évidemment de tous les acteurs locaux et en particulier des élus. Parfait, merci beaucoup. Vous avez compris que dès qu'on parle aménagement du territoire, on est motivé, impliqué les uns et les autres, et nous, ça nous parle. Non, ce qui était intéressant dans ces deux interventions de l'État, c'est que pour le coup, sur les sujets du numérique, il y a un État central et il y a un État local qui est représenté par les sous-préfets chez nous et les préfets qui jouent un rôle vraiment important dans ce cadre-là. Et n'hésitez pas non plus à les saisir. Les instances qui ont été évoquées nationalement et localement, l'AMF en fait partie systématiquement. Donc nous pouvons porter votre voix à ces deux échelles. Quelle pression sur la Fédération française des télécoms. Avant de lui donner la parole, parce que ça a été évoqué par les uns et les autres, retenez bien que dans ce déploiement et dans ce décommissionnement, il y a deux acteurs. Il y a les opérateurs d'infrastructures qui déploient la colonne vertébrale en quelque sorte, et puis les opérateurs commerciaux qui sont les interlocuteurs des administrés de nos communes, qui sont nos interlocuteurs à nous, bien faire la différence entre les deux. La FFT pour 5 minutes. Merci Michel, et je vais être rapide, promis. Ouais, beaucoup de choses ont déjà été dites. Donc effectivement, je représente la Fédération française des télécoms qui rassemble à la fois les opérateurs commerciaux, donc ceux qui vont commercialiser les offres, et les opérateurs d'infrastructure, ceux qui vont déployer le réseau fibre. Alors parfois ce sont les mêmes avec des filiales différentes, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et on a aussi maintenant un opérateur satellite, Eutelsat, qui permet aussi d'apporter une solution complémentaire pour l'accès très haut débit. Alors, je vais avoir 3 messages à vous partager aujourd'hui. Le premier, c'est que c'est une première en France qu'on ferme un réseau de communication à une telle échelle. Le réseau cuivre a quand même rendu de bons loyaux services pendant 50 ans. Donc aujourd'hui, on le ferme, et on le ferme parce que le réseau fibre a été déployé suffisamment progressivement et suffisamment fort pour qu'on puisse aujourd'hui fermer le cuivre. Et donc c'est un succès, c'est une réussite, et je pense qu'on peut tous en être fiers. C'est une réussite collective de l'ensemble de l'administration, de l'État et des entreprises aujourd'hui. C'est une fierté car donc on a atteint 93% de raccordables aujourd'hui. Selon le dernier chiffre de l'ARCEP, on sera à 95% effectivement à la fin de l'année. Il faut aller au 100% très haut débit. Est-ce que c'est le 100% fibre? Ça, c'est un autre débat qui est en cours. Voilà, mais donc ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et aussi, donc on a aujourd'hui la France, le pays le plus fibré d'Europe. Et ça, c'est vraiment encore une réussite, un succès dont on peut être fier. Et non seulement on est le plus fibré d'Europe, mais on a aussi les prix les plus bas du marché européen. Et ça, c'est grâce aujourd'hui aux opérateurs qui proposent des offres de qualité au prix les plus bas en Europe. Deuxième message, c'est qu'effectivement, l'ensemble des opérateurs commerciaux et d'infrastructures sont mobilisés pour accompagner la transition du cuivre vers la fibre. Et donc, ils sont mobilisés donc, à la fois pour terminer le déploiement du réseau fibre optique sur l'ensemble des territoires, en zone très dense comme en zone moins dense. Ils sont aussi mobilisés pour toujours augmenter la qualité de service sur les réseaux fibres. C'est concomitant avec la fermeture du cuivre. Les premiers résultats sont là. Il y a un plan de filière qui a été lancé en 2022. Là, cet automne a été lancé un ajout à l'outil e-intervention. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un outil qui permet aux techniciens des opérateurs, lorsqu'ils interviennent sur les installations techniques, de pouvoir en fait avoir un état des lieux de l'installation. Et donc, cet ajout permet aux opérateurs permet aux techniciens de pouvoir effectuer des réparations à chaud et d'être alertés en direct en cas de problème. Voilà, donc ça, c'est un outil qui permettra d'améliorer grandement la qualité de service, et les opérateurs sont sur le sujet. Donc, terminer le déploiement, augmenter la qualité de service, et enfin, surtout, accompagner et communiquer auprès de l'ensemble des parties prenantes, du grand public aux administrations, en passant par les élus locaux. Donc, les opérateurs commerciaux accompagnent l'ensemble de leurs clients dans le cadre de leurs relations commerciales. Et donc ça, c'est un travail qui est déjà fait, qui est en cours depuis plusieurs années. Et il y a aussi une communication grand public qui a été lancée cette année par les opérateurs d'infrastructure, donc que ce soit par des spots publicitaires auprès de la télévision ou sur l'ensemble des canaux de communication. Donc communication commerciale, communication grand public, et enfin, au niveau de la Fédération française des télécoms, on organise des événements au niveau local
à destination des maires, des élus locaux et de la presse régionale. On a eu l'occasion d'organiser le premier en Moselle le 17 octobre dernier. On aura le prochain dans le Pas-de-Calais au mois de décembre. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller à chaque fois à la rencontre des maires, des élus et de pouvoir donner sur chaque territoire une carte avec les dates de fermeture pour l'ensemble des communes, les dates de fermeture du réseau cuivre, et de pouvoir répondre aux questions de l'ensemble des élus. Et l'objectif, c'est de couvrir un maximum de territoires d'ici à la fermeture du réseau cuivre en 2030. Voilà. Dernier message et dernier point sur les réseaux mobiles. Alors, ce n'est pas exactement le sujet de ce matin, mais en fait, il y a un parallèle. On ferme le réseau cuivre sur le fixe et on va fermer le réseau 2G et puis 3G sur le réseau mobile. Et pour les mêmes raisons, le réseau 2G et 3G sont aujourd'hui obsolètes. Ils ont rendu de grands services, mais ils ont moins de capacité que les réseaux 4G et 5G aujourd'hui. Or, on a une augmentation faramineuse de la consommation de données de par les nouveaux usages aujourd'hui. Ils sont moins respectueux de l'environnement, ils consomment beaucoup plus d'énergie. Et enfin, ils sont beaucoup moins sécurisés, ils sont beaucoup plus ouverts au piratage. Donc c'est pour toutes ces raisons que les opérateurs vont fermer les réseaux 2G l'année prochaine en 2026 et 3G en 2028. Et cela se fera progressivement. Orange démarre d'abord par une zone dense après les élections municipales, évidemment. Voilà. Ensuite, ça montera progressivement à 2 départements, puis 9 départements pour Orange, et ça, ce sera avant l'été. Puis l'ensemble des opérateurs commerciaux fermeront leur réseau 2G sur la fin de l'année 2026. Voilà, Michel. J'espère que je n'ai pas été trop long, et puis au plaisir de répondre à vos questions. C'est parfait. Si le timing du décommissionnement du cuivre est équivalent au timing de notre atelier d'aujourd'hui, ça va se passer de façon royale. On avait dit 12h15 pour les questions. Il est 12h15, effectivement. Donc, on est totalement raccord. Un grand merci, écoutez, à vous tous pour ces informations concises et précises. La parole est à vous. Un premier point, vous avez à la sortie de la salle 2 flyers à disposition des maires. Un premier flyer pour avoir les informations justement sur la fermeture commerciale du cuivre et un second flyer, et c'est un point important sur lequel, en tant que maire, on va être en première ligne, sur les raccordements complexes, ce qui a été évoqué. Quand vous obligez quelqu'un à arrêter quelque chose qui lui convient et qu'en sens inverse, il va devoir payer pour avoir un raccordement à la fibre, on va être en première ligne et on sera vraiment sollicité. L'État lance une expérimentation, ça a été évoqué. N'hésitez pas à prendre ces 2 documents. Le Congrès des maires, c'est un apport d'information par les personnes qui sont les plus compétentes dans les domaines concernés. Mais le Congrès des maires, c'est aussi et surtout, j'allais dire, un espace d'échange, un temps pour répondre aux questions des uns et des autres. N'hésitez pas, la parole est à vous. On a parlé, naturellement, c'est l'intitulé du décommissionnement du cuivre, mais vous avez compris que derrière le décommissionnement du cuivre, il y avait la fibre. On vient de parler du satellite, il y a des technologies alternatives. Il y a également la téléphonie mobile. Vous aurez compris que la parole, vous l'avez totalement sur l'ensemble de ces questions. Je vois déjà des mains qui se lèvent. 1, 2 et 3. Une hôtesse, je pense, aura un micro de son côté. Je vous propose qu'on commence ici, voilà, s'il vous plaît. N'hésitez pas, la parole est libre. À la fin de l'atelier, on devra respecter le timing, mais n'hésitez pas à aller solliciter les intervenants éventuellement pour d'autres précisions. Oui, vous vous présentez peut-être la commune ? Bonjour, Jean-Benoît Champeau, maire de Saint-Éloi, petite commune rurale de 530 habitants, à côté d'un magnifique village de Pérouge. Je salue mes collègues dans la salle. Ma question, je fais partie des maires qui ne sont absolument pas inquiets sur le démontage du cuivre et qui, en tant que village rural, a été heureux de voir arriver la fibre optique. J'allais dire, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. On est en train de se flageller en disant qu'on ne saura pas faire, mais en fin de compte, les Français, on sait toujours faire et on fait bien. Cependant, pour des raisons, je veux dire, qui sont des raisons certainement techniques et qui m'échappent, des lots ont été réalisés. Donc les premiers lots vont voir le cuivre disparaître. Et certaines communes vont arriver dans les derniers lots et on en fait partie. Là-dessus, j'ai rien à en dire. Si ce n'est que le réseau cuivre vieillit. Et aujourd'hui, on ne peut que constater que quand un poteau commence à se pencher, quand une ligne est arrachée, et que manifestement, il n'y a pas de contestation. Ça veut dire qu'au bout du fil, il n'y avait plus personne. Donc,
mais on laisse pendouiller le fil. Quelquefois, ce sont des grosses sections qui sont arrachées et qui ne sont plus réparées. Ça veut dire que ça ne sert plus à rien. Mais cette grosse section, elle pendouille au bord du fil avec 15, 20, 30 mètres de fil derrière qui, quand on entretient nos bas-côtés, partent dans les épareuses, posent des problèmes techniques. Et éventuellement, s'il y a un accident de voiture ou un accident de moto ou un accident de... qui sera responsable? Donc, il y a ça qui m'inquiète. Force est de constater sur nos villages, c'est que la destruction n'est plus réparée. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qui est prévu? J'espère que quelque chose est prévu parce que on va falloir encore attendre quelques années pour que nous, on soit démontés. Et là, il y a un vrai enjeu, j'allais dire, urbanistique, parce que des fils qui pendouillent de partout, au Mexique, ça ne me gêne pas. Moi, à Saint-Éloi, ça me gêne. Et ensuite, si un enfant en vélo se blesse à cause d'un câble, qui est responsable? Merci beaucoup. La parole évidemment à Orange. C'est une préoccupation pour nous tous, l'ARCEP y compris, effectivement, de veiller à ce que la qualité du réseau cuivre, même si le nombre de personnes connectées tend à diminuer, eh bien ce réseau cuivre doit rester parfaitement en état de marche. Et je pense qu'on est assez nombreux à avoir des inquiétudes par rapport à ce sujet. La parole est à Orange. Oui, alors ça renvoie donc la question sur les poteaux et le câble cuivre sont de la responsabilité d'Orange. Donc, indépendamment de la fermeture du cuivre, c'est bien de la responsabilité d'Orange d'intervenir. Il y a des outils tels Signal Réseau et Dommage Réseau. Vous avez aussi un directeur des relations avec les collectivités locales qui est en escalade, pas en nominal, mais en escalade, peut être présent. Et bien évidemment, d'autant plus s'il y a des enjeux de sécurité qui sont associés, c'est à Orange d'entretenir ce réseau-là. Donc bien évidemment, dans des cas de poteaux penchés, cassés ou de câbles cuivre dans lesquels il n'y a plus de clients, donc il n'y a pas de détection, je dirais, par un appel client sur le cuivre, l'outil tel que Dommage Réseau, Signal Réseau pour les élus, doit permettre de pouvoir faire actionner les équipes d'Orange et intervenir sur le terrain. Et j'en précise pour un deuxième point, parce que le début de la question était peut-être dans ce sens-là. La fibre se développe. Le cuivre, tant qu'il n'est pas arrêté, il fonctionne. Donc, mis à part des adaptations qu'on fait dans le cadre du plan spécifique que je ne vais pas préciser ici, mais que sinon, il y a bien une responsabilité pour Orange de maintenir la QS sur le cuivre tant que la fibre n'est pas présente, par exemple. Donc ça aussi, il y a un double enjeu qui est que lorsque ça fonctionne sur le cuivre, il y a la fibre, qu'on ne rentre pas dans des systèmes d'adaptation liés au plan de fermeture, il y a une responsabilité de l'opérateur de maintenir la QS sur le cuivre. Et bien évidemment, dans les cas que vous citez où il n'y a plus de clients, et dans ce cas-là, il y a l'entretien du réseau cuivre, quand bien même que Orange soit l'opérateur fibre sur place ou pas, d'ailleurs, ça ne change rien. C'est bien la responsabilité d'Orange de maintenir ces poteaux. Parfait. Bon, une réponse claire, je ne sais pas si du côté de l'ARCEP, il y a quelque chose. Moi, je dirais simplement que le contact est de toute façon le plus intéressant avec Orange, prioritaire. N'hésitez pas, le cas échéant, à saisir les services de l'État, si besoin était, ou l'AMF. En désespoir de cause, mais vraiment en désespoir de cause, il y a un site qui s'appelle J'alerte l'ARCEP, qui, lui, peut permettre d'apporter des informations sur des dysfonctionnements. Mais j'allais dire, c'est à utiliser vraiment en cas d'urgence. Et je pense que dans la plupart des cas, on est capable de trouver un modus operandi avec Orange. Seconde question. Ça marche pas. Si, ça marche. Oui, bonjour. Je suis maire adjoint dans une petite commune du Puy-de-Dôme. Il faut donner le nom de la commune. Hein. Ah, Ozelle, bon, on va le dire. Je rejoins ce que monsieur de Saint-Éloi a dit par rapport au réseau cuivre. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de poteaux avec des réseaux cuivre. On est très boisés. Donc, on a des fils qui sont sans arrêt cassés. Bon, qu'on vient réparer quand même. Hein. On s'inquiète par rapport à la fibre qui est beaucoup plus fragile. Donc, on se dit que demain, avec la fibre, on n'a pas enterré. C'est ce que on est un petit peu déçus que ce réseau ne soit pas enterré en 2025. Alors, on nous en rajoute en plus des poteaux. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Et on a le problème avec les grumiers également, parce qu'aujourd'hui, on est très inquiet par rapport à cela, parce qu'aujourd'hui, les grumiers décrochent les fils le cuivre, en fait. Et là, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Donc, vous aurez compris qu'on était dans le Puy-de-Dôme, mais quand je dis qu'on est un petit peu sanglier, c'est un petit peu ça, on a des grumiers. Alors, il n'y a pas que ça, mais au-delà, on peut redonner la parole à la FFT ou à Orange, parce qu'il peut y avoir un engagement des uns et des autres.
Bonjour et merci pour votre question. Sur le sujet de la résilience des réseaux fibres, il faut savoir que le réseau fibre est quand même beaucoup plus résistant que le réseau cuivre. Il est moins soumis aux aléas climatiques, il est moins... quand il y a des perturbations environnementales et climatiques, et ça n'impacte pas la qualité du service. Quand vous avez ensuite un réseau de fibres qui va être abîmé, démonté, il est plus facile de réparer du réseau fibre que du réseau cuivre. Et enfin, l'enfouissement, c'est souvent présenté comme un totem. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Quand vous avez des infrastructures de fibre optique qui sont enfouies, cela réclame du génie civil. Donc c'est plus lourd à construire et surtout à réparer lorsque c'est détruit. Quand vous avez des glissements de terrain, des incendies, cela détruit les infrastructures de génie civil qu'il faut réparer. Il est beaucoup plus facile de remonter un réseau sur des poteaux en aérien qu'un réseau enfoui. Et on a vu le cas dans l'Aude, typiquement avec les incendies dans l'Aude, il est beaucoup plus facile de reconstruire des réseaux en aérien. Et donc ça, il faut vraiment avoir en tête que l'enfouissement, pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément la solution clé. Voilà. Et pour compléter ce qui vient d'être dit, si je prends la casquette de vice-président du conseil départemental du Puy-de-Dôme, effectivement, dont Tozelle est la plus belle des communes, évidemment. Les autres, vous ne m'engueulez pas. Non, il y en a d'autres du Puy-de-Dôme à côté. Non, il y a une autre logique aussi, qui est une logique économique pour les opérateurs d'infrastructures, c'est-à-dire que c'est une question de coût et c'est une question de délai. Et donc aujourd'hui, il y a une véritable appétence et un besoin sur la fibre qu'on ne pourrait pas satisfaire si tout était enfoui. Mais effectivement, on sera dans cette logique. Je crois qu'une main s'était levée par ici et puis ensuite là-bas. Mais j'ai quelqu'un là. Non, c'était là-bas. On va tourner un peu. Raymond, tu passeras. Vas-y. Voilà. Oui, bonjour. Non, il est parti. C'est bon, c'est bon. C'est le maire voisin de ma commune. Hein. Bonjour, je vais me présenter. Bonjour à tous. Oui, Michel en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je suis le maire de Chemontlebourg. C'est la commune voisine à Michel. Et nous avons un hameau en commun, le hameau dont j'habite. Et apparemment, c'est une partie qui est sur Marsac qui avait été oubliée. Alors j'aurais voulu avoir l'avis des intervenants, si vous êtes au courant de ce sujet. Alors, Michel va peut-être compléter mon information. Oui, non, mais on peut. C'est très ponctuel, mais c'est en voie de règlement. Vous voulez peut-être intervenir ? Olivier, courant, Le message que je peux passer là-dessus, c'est que dans cette situation-là, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une très forte réactivité et mobilisation des acteurs, de l'ensemble des acteurs, que ce soit opérateurs d'infrastructures, syndicats, et que le problème a été identifié, qu'il est en cours de traitement. Donc c'est ça, voilà, on est sur le lot 2, on est au début du lot, il y a des cas qui apparaissent, on apprend dessus aussi, et surtout c'est la réactivité dont je parlais, la mobilisation, et c'est ça que je retiens là dans le dossier qui est apparu il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on va le traiter d'ici dans les prochaines semaines. Donc, ça sera réglé dans les temps. Quand le cuivre sera enlevé sur la commune de Marsac, ça sera enlevé sur notre hameau côté Marsac, et ils auront la fibre. Oui. Oui, c'est bien ça. Ouais. Ben, je vous remercie. Oui. Bien, bonjour. Je suis le maire de Tournecoupe dans le Gers, une commune rurale, un peu moins de 300 habitants. Le déploiement de la fibre s'est fait sur le département avec une structure qui a été montée en associant le conseil départemental et l'ensemble des intercommunalités. On est pratiquement sur l'achèvement, cas particulier à régler maintenant, mais ça va être terminé avant la fin de l'année. Donc la question que nous nous posons concerne en fait beaucoup de communes. Nous avons un certain nombre d'habitants dont le domicile est désormais raccordable, tout est en place, mais qui se posent la question pour être raccordés de devoir souscrire un abonnement à la fibre alors qu'en fait ils utilisent uniquement le téléphone. Il s'agit souvent de personnes âgées, aux moyens financiers limités, et qui voient effectivement là une dépense supplémentaire avec un certain nombre de services qu'on leur propose, mais qu'ils n'utilisent pas. L'accès à Internet, la télévision, un certain nombre d'éléments. Voilà. Et lorsque nous interrogeons les fournisseurs d'accès, les opérateurs, effectivement, ils nous disent qu'ils n'ont pas de réponse pour cela et qu'il suffirait de souscrire un abonnement. Y a-t-il des possibilités pour aider ces futurs abonnés à la fibre dont nous souhaitons qu'effectivement ils puissent avoir une solution de continuité quand le réseau cuivre sera déposé? Un point d'attention évidemment pour l'AMF, une réponse très claire. Oui.
Alors côté gouvernement, c'est un point d'attention majeur hein, pour nous depuis un certain temps d'ailleurs. Pour être tout à fait clair, on a exigé d'Orange il y a maintenant 1 an et demi qu'ils prennent des engagements juridiquement contraignants pour justement finir de déployer la fibre dans les différents territoires, etc. Et notamment dans cette discussion que nous avons eue avec Orange il y a 1 an et demi, il y avait cet engagement de fournir une offre téléphonie only, enfin téléphonie seule, justement pour traiter le cas de figure que vous êtes en train d'évoquer. Alors du coup, je vais passer le micro à Orange pour vous expliquer un petit peu les caractéristiques de l'offre en question, mais sachant que c'était une exigence du gouvernement, on est bien au courant depuis un certain nombre d'années. Bonjour, et donc oui, effectivement, le point que vous soulevez est un point que les opérateurs ont identifié, et donc les opérateurs proposent des solutions adaptées. Donc il y a effectivement les offres triple play, mais il y a aussi maintenant des offres qui sont uniquement soit téléphone, soit uniquement fibre, pour avoir soit que Internet, soit téléphone. Et vous avez aussi la possibilité de souscrire à des offres téléphonie par satellite. Donc vous pouvez avoir votre téléphone fixe chez vous avec une solution satellite. Et ça, c'est les opérateurs qui proposent, Orange notamment, mais aussi Bouygues ou SFR. Voilà, vous avez ce type de solution qui existe. Vous n'êtes pas contraint de prendre un paquet global. Voilà. Je précise juste qu'il y a... Oui, Olivier. Il y a aussi des solutions quand on veut éviter les travaux ou pas mettre de satellite, qui sont des solutions par le mobile, où on a un boîtier simple, où on connecte son téléphone fixe, qui peut être même en prise en T historique, qui permet à la personne de garder ses numéros de téléphone qui est sur le mobile. Donc il y a tout un panel d'offres qui permet de faire de la téléphonie et qui, en fonction de la situation et des souhaits du client, permettent de répondre à ses attentes. Alors, oui, alors voilà. Concernant ça, c'est vraiment un point, nous, c'est un irritant pour nous. Nous, c'est la fibre. C'est-à-dire qu'il faut y accéder par la fibre. Le satellite, c'est vraiment en désespoir de cause. Par contre, il est clair que chez les opérateurs, je vous garantis que pour trouver l'offre qui est uniquement téléphonie, il faut vraiment aller gratter dans les sites. Donc ça, c'est une demande qui est portée par l'AMF depuis longtemps. Même si on comprend que ce n'est pas l'offre la plus intéressante pour les uns et les autres, il faut lui donner très clairement beaucoup plus de visibilité. Et il faut que dans les boutiques Orange, il y ait véritablement une information qui est à point. Moi, la boutique qui est à côté de chez nous a expliqué l'autre jour à quelqu'un qui voulait souscrire à un abonnement à la fibre, qui ne risquait pas d'avoir la fibre puisque le maire n'avait pas fait la demande et que donc ça ne serait pas avant 2030. Donc il peut y avoir des difficultés à ce niveau-là. N'hésitez pas à les faire remonter, ça reste marginal, heureusement, hein, rassure-toi. J'invite quand même les gens à aller dans les boutiques Orange parce qu'il y a la bonne réponse qui est apportée généralement là-dessus. Non, mais il y a quelques exceptions. On est là aussi. C'est ce qui nous permet de dire que vous avez fait du bon boulot par ailleurs. Une autre question. Aux ailes plus tard. On va continuer. Voilà, bonjour. Bonjour, je vais vous faire voyager, je vous amène en Bretagne. Donc Lionel Jounot, maire de la commune de Saint-Péreux, vice-président au numérique d'un EPCI à cheval sur 2 départements, 3 régions. Vous imaginez un petit peu le cas. Et donc, petite commune de 1100 habitants, toujours pas fibrée totalement. Donc, une petite question à destination de l'opérateur d'infrastructure, bien évidemment Orange, puisqu'on parle de l'ADSL encore chez nous. Et constatation des vols de cuivre réguliers et plus de 6 mois à chaque fois, 6 à 8 mois pour revenir à une situation. Donc toujours pas de fibre et pas d'ADSL, donc pas de cuivre, pas de téléphone. Et à répétition. Moi j'ai une commune sur mon EPCI, 5 fois du vol, vous imaginez 6 fois 5, calculez le nombre de mois que ça fait sans que ça fonctionne. Donc je m'adresse directement à Orange là parce que je pense que les moyens ne sont pas mis. Alors on m'a dit au début c'est difficile d'avoir du cuivre pour pouvoir remplacer. Bon, je connais quelques personnes qui travaillent dans le domaine, ils m'ont dit non, ça se fait facilement le réseau cuivre, le câble. Voilà. Deuxième chose aussi, toujours vers Orange, donc on fait des enfouissements. Et dans le beau département de Morbihan, on attend toujours les études d'Orange pour faire les enfouissements. Les études électricité, c'est-à-dire réseau électrique, éclairage, c'est fait, mais on attend Orange. 6, 8 mois, 10 mois. On a 170 dossiers en Morbihan qui attendent, et je le sais puisque je fais partie aussi du syndicat d'électrification du Morbihan. Voilà. Et donc la question est, quand est-ce que ça va être régularisé tout ça, ce backup, 170 dossiers, 170 communes en attente, c'est dramatique. Alors j'entends bien qu'il y a une nouvelle réorganisation chez Orange, on attend beaucoup, on nous a dit que ça va être organisationnel avec des moyens, mais quels seront-ils ? Vraiment, il y a des attentes. On ne peut pas tout miser sur la fibre, on est encore, nous, au cuivre. Merci. Je garde le micro. Donc sur le second point, ce que je vous propose, c'est de traiter ça en aparté. Et
Je prendrai directement le point avec les équipes concernées sur la DO Ouest là-dessus pour avoir les réponses. Sur le premier point, les vols de cuivre, c'est un sujet extrêmement sensible côté Orange, parce que les vols de cuivre, depuis maintenant 3 ans, on a une explosion des vols. On est dans des augmentations de quasiment 30% par an. On va être sur plus de 3000 vols de cuivre en 2025. Donc c'est un sujet très très sensible là-dessus. On travaille avec les préfectures, avec l'État, avec les services de police. Heureusement, vous pouvez voir dans la presse que de temps en temps, il y a des opérations qui permettent d'arrêter des réseaux. Donc ça, c'est voilà. Donc il y a un vrai travail qui est réalisé. On est partie prenante. On applique les services de l'État et gendarmerie et police nationale. Donc par contre, ça, on peut pas le freiner. Enfin, on le freine, mais on ne peut pas l'empêcher. Donc il y a toujours des vols de cuivre. Évidemment que la bascule sur la fibre, c'est une des solutions. Le programme de déploiement sur la Bretagne, il va se dépasser un petit peu 2025. Donc il y a des délais. Je ne sais pas si vous avez votre date sur le. Je n'ai pas en tête le planning dans votre zone, mais il y a un planning qui est 2026 voilà. Pour la commune dont je vous parle. C'est ça, voilà. ouais. Donc c'est décalé de 2025 à 2026. Après, sur les délais, c'est vrai qu'on est le contexte de vol fait qu'on est quand même confronté avec des enjeux de réalimentation et de production de cuivre qui font qu'on a des délais quelquefois qui sont plus longs, mais il y a une priorité qui est faite, évidemment, sur les communes qui notamment ne sont pas couvertes en fibre. C'est-à-dire que dans les zones où il n'y a que le cuivre et pas le fibre, ce sont les zones prioritaires, lorsqu'il y a des arbitrages de vol de cuivre ou de dérangement collectif, où on va en premier pour remettre le cuivre. Donc, ce que je vous propose, c'est d'en discuter. J'entends bien, hein, mais est-ce que 6 mois, c'est normal? Voilà, la question est posée. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre le point ensemble après la séance. En tant que maire, on peut avoir une certaine vigilance. Si vous voyez de la fumée noire un petit peu à distance des lieux habités, ben, c'est en fait du fil de cuivre dont on fait brûler la gaine extérieure pour récupérer le métal. Donc de la fumée noire, c'est un indice. Il y a une question qui avait été posée sur la couverture mobile, et moi j'insiste sur cet aspect-là. Sur la 2G et 3G, il y a une véritable inquiétude de la part des élus par rapport aux services qui sont mis en œuvre. On parlait de téléassistance ici, mais ça peut être aussi sur des réseaux d'eau, etc. Et la disparition de cette 2G et de cette 3G nous inquiète pour plusieurs raisons, en particulier parce que ça induit des coûts qu'on commence à identifier pour les syndicats ou pour les collectivités qui gèrent ça. Alors, sur la 2G, 3G, je vous ai donné les raisons. Pourquoi les opérateurs ferment ces réseaux? Ces réseaux en 2G, on est les derniers en Europe à lancer cette fermeture. Donc, l'ensemble des pays européens ont déjà lancé des opérations de fermeture de 2G et il n'y a pas eu de catastrophe industrielle dans ces pays-là. Le premier point, c'est ça sur l'exemple des autres pays. Ensuite, sur la démarche en France, le secteur, les opérateurs ont concerté l'ensemble des parties prenantes depuis plusieurs années. Il y a des comités de concertation sous l'égide notamment de la DGE et de l'ARCEP. L'ARCEP a lancé un observatoire des cartes SIM 2G et 3G en circulation. L'enjeu, effectivement, il n'est pas sur les particuliers. Les particuliers sont presque tous migrés en 4G et 5G. L'enjeu, il est sur certains services spécifiques. Ce qu'on appelle le machine-to-machine, ce sont des services proposés aux particuliers ou aux entreprises qui utilisent des cartes 2G ou 3G. Ces services sont principalement liés aux ascenseurs, à la téléassistance et aux voitures. Voilà. Sur l'ensemble de ces services, donc, il est de la responsabilité de ces fournisseurs de services de mettre à jour leur système. Les opérateurs les ont prévenus depuis plusieurs années, ont alerté sur le sujet et aujourd'hui, les opérateurs constatent, comme confirmé par l'ARCEP, que le parc de cartes SIM 2G est en chute libre depuis plusieurs trimestres et que la migration est en cours et se passe conformément aux attentes. Il y a même sur l'ensemble de ces secteurs de services, donc ascensoristes, téléassistance ou voitures, les remontées des opérateurs montrent que ces entreprises migrent. Voilà. Et il y a de grands ascensoristes qui ont migré depuis plusieurs années, qui ont entamé leur parc. Un ascenseur, c'est une révision, c'est une visite toutes les 6 semaines. Voilà. Alors, une carte SIM, ça peut être des fois simple à changer, des fois c'est un peu plus compliqué, il peut y avoir des cas particuliers dont acte, mais c'est la responsabilité de chaque entreprise de modifier ses services.
Ensuite, sur la méthode, ce ne sera pas un arrêt brutal du jour au lendemain et on voit ce qui se passe ensuite. Non, comme on l'a indiqué tout à l'heure, Orange démarre par fermer son réseau 2G dans l'agglomération de Biarritz-Bayonne le 31 mars. Ensuite, on démarre sur 2 départements pour Orange, 9 départements pour Orange. Et ensuite, seulement en septembre, l'ensemble des opérateurs commenceront à arrêter leur réseau 2G. Donc on aura le temps de faire des retours d'expérience et de voir si ça fonctionne, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des besoins de corriger ou pas. Comme l'a dit Orange, le réseau 2G a déjà été arrêté à La Réunion. Aujourd'hui, les premiers retours d'expérience que l'on a, c'est que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de catastrophe ou d'accident majeur. Voilà. Donc aujourd'hui, l'ensemble des opérateurs travaillent avec les industriels, et on en a conscience, et c'est aux industriels de mettre à jour leurs services. Voilà, peut-être une dernière question sur le timing là-bas. Je ne sais pas si... Ah, pardon. Eh bien, alors allez-y et on terminera avec vous. Alors. Oui, bonjour à tous. Charles Dallara, je suis adjoint au maire de Saint-Étienne dans la Loire. Je suis stéphanois. J'étais déjà intervenu l'an dernier. J'avais interpellé le secrétaire général d'Orange, qui était parmi nous, par rapport... donc c'est très bien, hein, on est à la pointe au niveau européen, au niveau de la fibre. Néanmoins, il reste un certain nombre de foyers qui n'ont pas encore été connectés. C'est le cas d'un des quartiers dont je m'occupe, hein, qui est le quartier de Saint-Victor-sur-Loire, à côté de Saint-Étienne. Le secrétaire général d'Orange avait reconnu, ça m'avait fait sourire, que Orange n'avait pas forcément été bon en communication. Ça peut prêter à sourire, mais c'est ce qui avait été dit. Et c'est vrai que c'est le cas. Ce qu'on reproche, nous, maires adjoints à Orange, c'est cette opacité de communication. C'est-à-dire que les habitants vous sollicitent, on leur dit c'est pour bientôt, c'est pour l'année prochaine. Bon, Orange, il se trouve qu'Orange a souscrit un contrat avec la métropole pour l'extension de la fibre sur son territoire. Normalement, on devait arriver à une extension complète en 2021. Nous sommes fin 2025. On n'est pas encore, on est à 94%. On n'est pas loin, mais on n'y est pas. Et ce que je reproche et ce que je demande, c'est qu'on donne des réponses claires. Et le secrétaire général d'Orange, pour ceux qui étaient là, s'était engagé à ce que les habitants, d'ici fin 2025, on est en novembre, on doit être dans les clous, soient informés concrètement de quand ils pourraient obtenir la fibre. Donc je voudrais savoir si cette démarche a bel et bien été initiée, parce que moi les habitants, je les ai revus, hein. Ils sont revenus vers moi, hein. Il n'y a toujours rien, ils sont toujours baladés, hein. Donc quand est-ce qu'on pourra donner concrètement des dates acceptables, des dates tenables à nos habitants, à ces habitants? Merci bien. Dernière question peut-être ici et puis réponse globale pour les deux. Le mot de la bonjour. fin pour vous. Alors, Ali-Patrick Loualin, maire de Gluiras en Ardèche. C'est pas bien loin du Puy-de-Dôme, hein. Donc, petite commune de 380 habitants, mais grande commune par la taille, un peu plus de 25 km². Et une caractéristique due à l'histoire, beaucoup de hameaux dispersés, mais c'est un peu la règle en milieu rural. Donc voilà. Alors, j'avais trois points à soulever. D'une part, partager effectivement ce qui a été dit sur le fait d'être fier, oui, du déploiement de la fibre optique. C'est une nécessité pour l'aménagement du territoire. C'est un facteur de développement pour nos territoires ruraux. Donc je partage tout à fait ce qui a été dit par le représentant des opérateurs et de la NCT. Cependant, deux points d'inquiétude qui ont été soulevés par d'autres maires avant moi, sur d'une part la fragilité du réseau fibre qui a été déployé. Pour donner rapidement des exemples, les poteaux même les entreprises sous-traitants qui ont installé le réseau équipé, alors j'ose pas dire, mais c'était quasiment du 19e siècle, hein,
avec un marteau et une pioche pour creuser du granit, ce qu'on appelle du granit bleu chez nous, c'est-à-dire que c'est donc les poteaux pas tout à fait enfoncés au bon niveau. Donc une vraie inquiétude sur la fragilité du réseau. Alors ça a été dit tout à l'heure quant à la résistance. Alors vous avez parlé de résilience. Très franchement, vous savez comme moi que le réchauffement climatique ou le changement climatique amène à ce que des arbres tombent, que de la neige un peu plus lourde que d'habitude se mette sur les réseaux. Donc je suis plutôt inquiet et je ne suis pas le seul. C'est largement partagé par mes collègues maires autour chez moi. Le troisième point, dernier point. et dernier, oui, cette obligation qui est faite aux propriétaires dont les terrains sont survolés par les câbles de devoir élaguer. Alors très concrètement, et c'est en lien avec le point précédent, la fibre a été installée dans les conditions que je vous ai décrites, mais en tricotant entre les branches pour aller d'un poteau à un autre, et là, obligation pour les propriétaires d'élaguer les arbres. Alors, le premier élagage a été fait effectivement par les entreprises, mais la suite, ça sera aux propriétaires. Donc, je pense qu'il est important pour nous, élus, d'interpeller nos parlementaires pour que cette loi évolue. Parce que, très concrètement, en milieu rural, tous les propriétaires n'habitent pas sur la commune. Ils sont souvent à l'extérieur, dans des villes, et l'élagage ne sera jamais fait. Donc il faut qu'on interpelle nos parlementaires à ce sujet. Merci beaucoup. Une pensée pour Alain Risson, qui était l'ancien maire de Gluiras et qui a été responsable de la commission numérique de l'AMF pendant des années. L'AMF, c'est la France des villes, l'AMF, c'est la France des campagnes. Je crois que ces deux questions résument bien à la fois les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport au déploiement, mais ça traduit également l'immense appétence que les uns et les autres peuvent avoir avec ce que vous êtes en train de déployer. Le mot de la fin pour ces questions? Simplement pour Saint-Étienne, je vous propose de traiter le sujet post-réunion. Je vais prendre vos coordonnées, je vais reboucler en interne. Sur vos 3 points, je pense qu'il y a un certain nombre de points sur la résilience où on a répondu. Il faut être extrêmement prudent sur les solutions qu'on veut mettre en place pour la résilience. C'est-à-dire que le taux d'enfouissement, il faut faire attention. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qui était peut-être votre premier point à vous. Oui, je confirme, c'est bien à Orange la responsabilité sur les poteaux. Donc j'entends le message. Je rappelle qu'il y a donc des outils comme Signal Réseau et Dommage Réseau pour identifier et qu'on fasse le travail pour remettre en état. Mais ce qui n'est pas forcément pour le déploiement de la fibre. Non, mais si je peux me permettre, pour le déploiement de la fibre, ce n'est pas forcément Orange qui a la responsabilité. Et concernant la fibre, ça peut être les uns ou les autres. Donc n'hésitez pas. Et pour le dernier point sur l'élagage, oui, en effet, l'élagage aujourd'hui, c'est la responsabilité des propriétaires. Donc justement, on met en place des chartes. On met en place des chartes au niveau départemental pour travailler avec les élus, pour pouvoir communiquer sur cette responsabilité, pour qu'il y ait une prise en charge, parce que l'élagage a en effet un impact aussi sur la résilience des réseaux qui est important. Donc ça, nous, on signe des chartes et on peut travailler avec vous pour communiquer et accompagner sur la responsabilité de l'élagage. Bien, voilà. Écoutez, merci d'abord à la régie d'avoir assuré l'encadrement de tout ça. Bon congrès à vous également. Vous aurez compris la vigilance de l'AMF. Le mot de la fin pour ce coup-ci à Patrick Molinoz. Bien. Alors, j'étais inquiet dans un premier temps parce que vous savez que j'entretiens volontiers le mythe selon lequel dans le couple good cop, bad cop, il est le gentil et je suis le méchant. Et tout le début de cette séquence était extrêmement inquiétante pour moi parce que je ne voyais que du bonheur.
Et comme moi, ce qui m'intéresse, c'est les trains qui arrivent en retard, je me dis, ben, finalement, tout va bien, tout est parfait, ça roule, etc. Et puis, heureusement, les collègues ont pointé les trains en retard. Je dis heureusement parce que si effectivement, il faut se réjouir que les choses finissent par se passer et bien se passer, et si on est tous d'accord sur le fait qu'il y a de la bonne volonté de l'ensemble des acteurs, il n'empêche que parfois, de la bonne volonté à la concrétisation de cette bonne volonté sur le terrain, il y a un peu d'écart de la promesse à la réalisation. Et comme nous, maires, nous ne sommes coupables de rien, mais responsables de tout, aux yeux des citoyens, parfois coupables aussi, mais en tout cas responsables de tout, c'est certain. Quelle que soit la complexité des sujets à traiter, le citoyen, à la fin, il vient voir son conseiller municipal de proximité, son adjoint, son maire, et c'est à lui qui dit, écoute, moi je m'en moque de savoir si c'est compliqué, s'il y a un régulateur qui est parfaitement efficace, une fédération qui fait bien son travail, une DGE magnifique ou un opérateur historique extraordinairement performant. Moi je m'en fous. Ma grand-mère, elle a 80 ans, elle reçoit des coups de fil commerciaux un peu pushy pour passer de la DSL à la fibre. Et elle sent ça comme une agression. Et elle ne trouve pas l'offre de simple téléphonie parce qu'elle est, comme l'a dit Michel, enfouie au fin fond des offres parce que ce n'est pas le choix commercial premier de l'opérateur. Sans compter que parfois, peut-être, la différence entre l'offre téléphonie pure et l'offre Internet, elle est tellement étroite qu'en vérité, on pousse vraiment très fort vers quelque chose dont certains de nos concitoyens ne veulent pas et n'ont pas besoin. Alors, évidemment, dans 20 ans, les choses auront changé. Mais nous avons encore une partie non négligeable de nos concitoyens qui sont nés à une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux et pas d'Internet. Bon, je fais partie de ceux-là. Donc il faut, dans cette situation qui fait de nous le rempart ou l'interlocuteur des trains en retard permanent dans la population, on a besoin de pouvoir rassurer, accompagner. Et quand je dis que je fais le bad cop, ce n'est pas par goût particulier, mais notre sujet, c'est la vigilance. Pour l'instant, ça se passe relativement bien. Vous allez passer au décommissionnement grande échelle, grande ampleur. Donc forcément, la probabilité du nombre de dysfonctionnements va augmenter avec le nombre de cas traités. Ce que nous espérons, c'est que effectivement tous les moyens seront mis en œuvre pour que ça se passe au moins aussi bien pour la partie grande échelle que ce qui s'est passé jusque-là, tout en reconnaissant que jusque-là, il y a encore des points d'amélioration, de vigilance, des zones pas fibrées. Et certes, Orange n'est pas le seul acteur sur le sujet, mais comme il est quand même très souvent l'acteur, voilà. Et le but n'est pas de pointer Orange quand Orange n'est pas responsable. Si c'est SFR ou un autre opérateur, c'est SFR ou un autre opérateur qui devra être interpellé. Mais le message de l'AMF aujourd'hui, c'est que avec tous les outils qui existent pour vous accompagner, in fine, si vous ne vous y retrouvez pas, saisissez-nous. Parce que nous, on a besoin, avant le sujet des infras, c'est Michel qui le suit, c'est pas moi. Donc avant, je lui dis, bon, là, en ce moment, on est... Parce qu'il me dit, on est dans une bonne séquence. Bon, alors moi, je lui dis, je veux voir les trains en retard. Il me dit, non, on est vraiment dans une bonne séquence. Et il a raison. Il a raison de le dire. Mais quand il dit ça, il ne le dit pas simplement parce que dans les instances de concertation nationale, ça se passe bien. Parce que c'est toujours des moments polis où voilà, où les choses se passent bien. Il le dit aussi parce que nous n'avons pas énormément de remontées. Donc, s'il y a des choses qui dysfonctionnent, faites les remonter auprès de nous directement, auprès de Véronique, parce que c'est ce qui nous permet ensuite de positionner nos curseurs lorsqu'on va à l'instance de concertation, lorsqu'on parle à la NCT, voilà, c'est important. Le but de l'exercice là, c'est pas juste de l'autocongratulation. Dire que ce qui va bien, c'est important, mais encore une fois, pour moi, ce qui l'est plus encore, c'est de régler ce qui ne l'est pas à ce stade. De ce point de vue, moi, l'extinction 2G, 3G, je veux bien qu'on raconte qu'on est les meilleurs en Europe, les premiers, tous ceux que d'autres l'ont fait, que ça s'est bien passé, etc.
il y a un sujet connexe, c'est que la 4G, elle n'est pas partout. Hein. Loin de là, dans les territoires ruraux. Donc, c'est quand même un sujet connexe qu'il faut avoir en tête. Ce que vous avez dit est parfaitement juste. Les opérateurs, les grands acteurs sont prévenus et ils ont à changer les choses. Parfois, ils nous répercutent les coûts de ces changements quand même. Ça peut arriver. Hein. Quand on doit changer une carte parce qu'on n'est plus en 2, 3G et qu'on passe à autre chose, il y a un client à la fin qui peut se retrouver à devoir payer. Donc, ce n'est pas quelque chose de complètement neutre. Donc, voilà, le message de conclusion, c'est continuons sur la bonne voie, mais soyons très vigilants. Le changement d'échelle pourrait provoquera sans doute plus de cas d'exception et de cas difficiles. Voilà ce que je voulais dire en conclusion de cet atelier-là. Et puis j'ai des messages à vous faire passer pour la suite. Je vous invite tous, les maires, à vous rendre sur le coin de l'ANFR. Il y a une présentation mercredi du simulateur de l'exposition aux ondes électromagnétiques. Donc, je ne sais pas où est ce stand de l'ANFR, mais enfin, il existe. Et donc, je vous invite à vous y rendre. Dans Maire de France, dans le numéro de novembre, il y a un article sur la fermeture 2G, 3G que je vous invite à lire. Et puis, dernière invitation, peut-être, demain matin, nous faisons l'atelier intelligence artificielle à partir de 9h30, qui est suivi immédiatement par l'atelier cybersécurité. Ces deux sujets sont essentiels, parce qu'effectivement, il faut des infrastructures qui fonctionnent, mais enfin, si elles fonctionnent juste pour rendre nos enfants plus débiles avec TikTok ou manipuler les opérations électorales, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc l'intelligence artificielle, c'est plein d'opportunités pour les collectivités, et la cybersécurité, c'est une obligation absolue. Donc si vous êtes là demain et que ces sujets vous intéressent, c'est dans quelle salle? Bon, voilà, fraternité. Moi, alors avec laïcité, c'est ce que je préfère, donc tout va bien. Merci beaucoup, merci à Michel, merci à tous les intervenants, merci mesdames, messieurs, chers collègues. Saisissez-nous.